Bien, excusez-moi, j'arrive de Bordeaux, je suis un petit peu sous pression, comme on dit. Voilà, je vous remercie d'abord, monsieur le maire, de nous accueillir. Nous nous avons rencontrés il y a par deux fois, une fois au mois de juin, puis une fois au mois de septembre, si je me souviens bien. On était venu vous faire une présentation, effectivement, du bureau de poste et de la situation de la poste d'une manière plus générale, du contexte de la poste. Pour revenir très clairement, alors moi je m'appelle Alain Charrier, je fais partie du groupe La Poste. Alors pourquoi le groupe La Poste? Parce que La Poste est une entreprise publique qui a de multiples sociétés qui lui appartiennent et qui a 4 grandes missions de service public et 4 grandes branches. Alors, globalement, on a 270 filiales et on a 4 grands métiers par contre que vous connaissez plus, qui sont la distribution du courrier, donc ce qu'on appelle le courrier colis, qui sont la banque postale, là où effectivement on va chercher de l'argent, qui sont nos réseaux des bureaux de poste, et puis on a une activité qui est moins connue, qui est tout ce qui est numérique. Aujourd'hui, l'État nous a demandé de travailler sur tout ce qui était numérique, de façon à éviter ou de lutter plutôt contre la fracture numérique qui va arriver d'ici quelques mois, parce qu'on est déjà rentré dans le processus. La Poste, donc je vous ai dit 4 grands métiers, 4 missions de service public. La première mission, celle que vous connaissez plus, c'est donc la distribution du courrier, 6 jours sur 7, avec une loi européenne qui nous impose une distribution 5 jours sur 7, et une loi française qui était négociée entre la Poste et l'État, où effectivement, nous on continue à distribuer 6 jours sur 7. Ensuite, on a tout ce qui est accessibilité bancaire, c'est-à-dire qu'à la Poste, quel que soit votre niveau de revenu, vous pouvez ouvrir un compte. Moi, monsieur le maire, je suis désolé, je vais revenir un peu ce que j'ai dit, mais ce que je vous ai dit. Mais globalement, aujourd'hui, si vous avez 1,50 €, vous pouvez ouvrir un compte à la Poste, soit un compte chèque ou un compte épargne. C'est ainsi qu'on a 90% des SDF, 70% des minima sociaux et 50% des interdits bancaires dans notre clientèle. Alors c'est une petite partie de notre clientèle, mais ça fait partie de la mission de service public. Troisième mission de service public qui est moins connue, c'est le transport de la presse. C'est la Poste qui transporte la presse gratuitement. Alors même si c'est quelqu'un de chez Sud-Ouest avec une petite mobilette rouge qui vient vous livrer le Sud-Ouest, globalement au niveau national, c'est nous qui remboursons les entreprises de presse pour pouvoir leur permettre de distribuer la presse et d'avoir des prix moins chers. C'est pour ça que quand vous prenez un abonnement, si vous prenez un abonnement à Sud-Ouest, il est moitié moins cher quasiment que si vous l'achetez tous les jours en kiosque. C'est parce que là, c'est la Poste qui paye la différence. Et puis la dernière mission de service public, c'est l'aménagement du territoire. La Poste s'est engagée auprès de l'État à continuer à maintenir ses bureaux, ses points de contact, que ce soit en milieu rural ou que ce soit en zone urbaine sensible. Alors qu'est-ce qu'on appelle le milieu rural? C'est pas la Poste qui l'appelle comme ça, mais c'est le milieu rural. Pour nous, c'est toutes les communes qui ont moins de 2000 habitants. À partir de 2000 habitants, une commune n'est plus considérée comme rurale, mais considérée comme urbaine. Je vous le fais schématiquement parce qu'il y a quelques différences, mais globalement, si vous avez plus de 2000 habitants, vous êtes une commune urbaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire globalement que quand on est une commune rurale, la Poste s'engage sur un certain nombre de choses. Un, c'est de ne pas pouvoir supprimer un point de contact, un bureau de poste dans une commune rurale, ou de le transformer sans l'accord du maire et sans l'accord du conseil municipal. La deuxième chose, si on veut réduire les horaires dans une commune rurale, on ne peut pas les réduire de plus que la chute de fréquentation du bureau. Si vous aviez, pour être très simple, si vous aviez une ouverture de 100 heures dans un bureau de poste, si vous avez 25% de chute de fréquentation, on a le droit de baisser les heures que de 25 heures. Naturellement, il n'y a pas un bureau en France qui est ouvert 100 heures. Comme ça vous permet, c'est plus simple. Aujourd'hui, la situation de la Poste, c'est quoi? C'est notre activité. On est une entreprise, je l'ai dit, une entreprise publique qui est détenue à 75% par l'État et qui est détenue à 25% par la CDC. Aujourd'hui, nos grandes activités que sont le courrier, on est en pleine mutation. Les Français aujourd'hui n'écrivent plus. Alors, c'est pas les Français, c'est pas vous et moi, mais c'est surtout les grands comptes, EDF, les grandes banques, GDF. Tous ces secteurs-là, aujourd'hui, ont dématérialisé ou sont en train de dématérialiser le courrier, ce qui fait qu'on a une chute de trafic qui est énorme. En 2009, on distribuait 18 milliards d'objets plats, de lettres. En 2018, c'est-à-dire dans 3 ans, on en distribuera 9 milliards.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos comptes sont... l'activité courrier n'est plus capable de se financer. C'est dû à la dématérialisation, c'est dû aussi, je dirais, à tous les textos, tous les mails qu'on envoie. Aujourd'hui, on écrit de moins en moins, nous, comme les grands opérateurs. Ce qui veut dire que demain, d'ici à peu près, dans moins de 18 mois, on sera plus capable d'assurer le financement du courrier. Parallèlement, on a une désaffection des fréquentations ou de la fréquentation dans les bureaux de poste, en moyenne à peu près de 6 à 8% par an, et depuis le début de l'année, on est à peu près à 10%. Pourquoi tout le monde? Parce que les gens nos clients, soit effectivement ils ne rentrent plus dans nos bureaux pour acheter des timbres ou pour acheter des enveloppes, mais ils ne rentrent plus non plus pour faire des opérations bancaires. Pourquoi est-ce qu'ils ne rentrent plus dans nos bureaux? Parce que tout bonnement là aussi, Internet, globalement, il passe, quand vous avez besoin de faire un virement, quand vous avez besoin de faire une opération bancaire simple, au lieu d'aller dans un bureau de poste, vous le faites directement sur Internet. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne rentre plus pour faire des retraits d'argent, mais globalement, c'est à peu près 10% de moins de fréquentation. Ce qui veut dire que là aussi, nos activités et notre présence devient de plus en plus difficile à financer, et on se retrouve en difficulté. Parallèlement, on a des secteurs qui fonctionnent bien, et en particulier la banque, qui elle, effectivement, est un secteur qui est plutôt en évolution, mais qui ne compense pas le manque à gagner qu'on a sur les deux autres secteurs. Et enfin, on est une entreprise qui a une particularité, une entreprise postale qui a une particularité en Europe, c'est qu'on est la seule poste en Europe à avoir gardé l'ensemble de ses métiers. Les 4 métiers que je vous citais tout à l'heure. Toutes les autres banques ou toutes les autres postes en Europe ont scindé leurs activités, et que ce soit le courrier, la banque ou le colis. Et du coup, comme on n'a pas voulu scinder, on a voulu garder cette unité, parce que pour nous et pour les Français, la Poste a toujours représenté cette unité. Et bien, ce qui se passe, c'est que Bruxelles nous a interdit, dans les années 92, qu'un secteur puisse en financer un autre. C'est-à-dire que la banque qui est bénéficiaire aujourd'hui n'a pas le droit de financer le courrier qui est déficitaire. Tout ça pour ne pas fausser la concurrence, puisqu'on est quand même en libre concurrence. La Poste a plus de monopole depuis déjà pas mal d'années. Comme on est en libre concurrence, Bruxelles nous a dit, vous ne pouvez pas, effectivement, un secteur qui fonctionne bien ne peut pas en financer un autre. À l'époque, il faut savoir que le courrier fonctionnait bien, et Bruxelles avait peur que ce soit le courrier qui finance la banque. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation financière qui est compliquée, et qui nous oblige effectivement à redéfinir nos métiers, à redéfinir aussi notre présence. Quand je dis redéfinir nos métiers, nos facteurs aujourd'hui, on est en train de les équiper de smartphones, on est en train pour qu'ils puissent assurer d'autres missions que des missions de facteurs. On parle, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la presse ou à la télé, mais on a pas mal, on est en train de mettre en place des actions comme le portage de médicaments, comme le portage de courses dans les zones de montagne, mais aussi comme la surveillance des personnes fragiles. Alors, naturellement, le facteur n'est pas un acteur social, mais le facteur, lui, comme il passe tous les jours, il va se rendre compte si une personne n'a pas ouvert ses volets, c'est arrivé il y a 2 ans, il y a une personne qui ne prenait plus ses repas. Donc les repas étaient posés devant la porte. Et personne ne se posait la question. C'est le facteur qui à un moment a dit, mais attendez, ça fait 5 jours que les repas sont devant et personne ne s'est posé la question pourquoi la personne ne les prend pas. Et puis il dit, moi ça me paraît bizarre, donc c'est c'est le facteur qui a alerté la mairie. Donc si vous voulez, c'est ce rôle d'alerte effectivement qu'on est en train de mettre en place. On travaille avec des mutuelles pour ça. On a déjà mis en place un nombre de contrats avec des mutuelles, où effectivement, régulièrement, une fois par semaine, ou une fois tous les 15 jours, le facteur passe chez la personne et pose des questions toutes simples. Bonjour madame, vous allez bien? Et vos enfants, ils vont bien? Votre fille? Et là, la personne a répondu oui, mais elle n'a pas de fille. Donc le facteur, lui, il a un questionnaire, et dedans, il sait ce qu'il faut qu'il pose comme question. Et à partir de là, il fait remonter à la mutuelle ou à l'organisme social qui va mettre en place un suivi de la personne. Donc c'est ces nouveaux métiers qu'on est en train de développer. Puis il y a d'autres métiers ou d'autres habitudes. Aujourd'hui, quand vous avez besoin de poster un paquet, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre paquet, vous allez à la poste et vous le postez. À partir rapidement, puisque c'est déjà en place sur Mérignac, sur Pessac, vous avez besoin de poster un paquet, vous allez sur Internet, vous affranchissez votre paquet, vous collez l'affranchissement sur le paquet, et en même temps que vous faites l'affranchissement sur Internet, vous envoyez un message au facteur et vous dites au facteur, demain matin, dans ma boîte aux lettres, il y aura un paquet, et je vous demande de venir pour le chercher pour l'expédier. Donc c'est là que vous ne vous déplacez même plus dans le bureau de poste. Alors vous allez me dire, c'est un peu antinomique,
vous me dites que vous ne rentrez plus dans les bureaux, les clients ne rentrent plus dans les bureaux, et par ailleurs, vous mettez en place des services qui font que vous ne va plus rentrer dans les bureaux. Et sachez que ce type de service, nos concurrents sont déjà en train de les mettre en place. Donc c'est pas pour courir, on est un peu en train de courir après nos concurrents ou essayer de se maintenir au même niveau qu'eux et de ne pas perdre votre clientèle. Alors c'est des choses, en Allemagne aujourd'hui, il y a Amazon qui a développé un service qui s'appelle Amazon Dash. Et donc vous êtes chez vous, vous avez un espèce de flasher, et chaque fois que vous avez consommé un produit, vous n'avez plus de produit, vous flashez dessus, et puis le lendemain ou le surlendemain, vous avez quelqu'un qui vient qui vous livre le produit que vous avez commandé, que vous avez flashé, parce que vous avez dit à Amazon, mais j'ai plus ce produit-là, c'est un produit qui est sur une liste, qui est préétabli, et moi j'en ai besoin régulièrement. Votre gamin il mange des céréales, il n'y a plus de céréales, vous flashez le lendemain matin, vous avez à nouveau un paquet de céréales. Ça peut vous paraître bizarre, ça peut vous paraître anecdotique. Amazon est passé par Géodis pour faire les livraisons. Au départ, ils avaient loué un certain nombre d'entrepôts. Ils ont explosé au bout d'un mois, ils ont explosé les entrepôts, ils n'avaient plus assez de place, il a fallu qu'ils multiplient par 3 le nombre d'entrepôts qu'ils avaient prévu. Donc, c'est des habitudes qui vont arriver. Aujourd'hui, la Poste a le choix, soit elle meurt, effectivement, et elle ne prend pas cette branche-là, soit effectivement, elle lutte contre ses concurrents, elle se met au bout du marché, et effectivement, elle rentre sur son marché, et elle propose des produits comme elle a eu l'habitude de proposer aux Français depuis de multiples décennies, parce que la Poste, c'est Louis XI, je crois qu'il l'a créé, pour tout vous dire, mais depuis plus de 2 siècles, la Poste est quand même au plus près des Français, et donc on est un acteur de proximité, et on veut garder ce rôle-là. Mais ça veut dire que quelque part, on est obligé de revoir d'un côté les services qu'on va rendre, et de revoir aussi nos implantations sur le territoire. Sachant que quand on revoit nos implantations, on a deux façons de le revoir. Soit effectivement, on passe à un partenariat avec les collectivités, avec la commune, soit effectivement, on revoit le nombre d'ouvertures de nos bureaux de poste. Mais en aucun cas, quand on passe à un partenariat, quand on revoit les ouvertures d'un bureau de poste, on le fait sans l'avis du conseil municipal. Et pour un partenariat, sans l'accord du conseil municipal, c'est bien les conseillers, le maire et ce conseil municipal qui ont la main pour passer effectivement à un partenariat avec la Poste et non pas l'inverse. C'est-à-dire que si à un moment on décide avec une commune de mutualiser des services, le service postal et des services municipaux, c'est bien parce que le conseil municipal aura pris une délibération, il aura dit effectivement, on demande à faire un partenariat, ou on accepte un partenariat avec la Poste. La Poste ne peut pas vous imposer un partenariat. Que ce soit bien clair, c'est quelque chose qui est dans la loi. Et mon métier, mon travail à moi, si je vous disais tout à l'heure que j'étais le groupe La Poste, c'est bien de faire respecter cette règle. Dans le groupe La Poste, je vous dis, il y avait plusieurs métiers. Ma collègue qui est là ici, qui vous expliquera tout à l'heure un peu ce qu'est une mutualisation et ce qu'est effectivement quel partenariat on peut mettre en place. Ma collègue travaille pour le réseau des bureaux de poste. Et même si je ne suis pas son hiérarchique, si par hasard elle voulait vous forcer quelque chose, vous forcer à faire quelque chose qui n'est pas dans la loi, eh bien mon rôle c'est de la rappeler à la loi. Donc je suis à la fois le porteur du message du groupe La Poste, mais je suis aussi le garant de ce message-là et le garant des accords qu'on a pu passer entre l'État, l'Association des maires de France et La Poste. Alors, naturellement, je suis à votre disposition, enfin, monsieur le maire le sait, je réponds à toutes les questions, nous répondrons à toutes les questions, et il n'y a pas de tabou. Ce que je veux dire, c'est que quand on sortira ce soir, on vous aura dit, ce qu'on vous aura dit, on ne vous aura pas menti, on ne vous aura pas brossé une situation plus catastrophique qu'elle ne l'est, même si elle n'est pas brillante. Aujourd'hui, et on espère bien que dans 18 mois, 24 mois, on aura redressé la barre, mais et les promesses, ce n'est pas les promesses qu'on vous fait, on n'est pas là pour vendre quelque chose, on est là pour effectivement voir si on peut, avec vous, redessiner la présence postale sur votre commune. Voilà. Catherine Petit, donc je suis chargée de la relation élue sur la direction régionale du réseau La Poste de Gironde. Donc je travaille essentiellement avec les élus de Gironde pour effectivement pérenniser la présence postale sur la Gironde, et je suis également correspondante réseau partenaire, parce qu'une fois qu'on a mis le partenariat en place, il faut bien le faire vite. Voilà.
Donc après les grandes lignes générales de la stratégie du groupe présentée par Alain, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Vous dressez on va dire le portrait du bureau de poste de Prégnac, et ensuite on verra effectivement quelles réflexions communes on peut mener pour trouver une solution alternative qui va nous permettre de pérenniser la présence postale. Hein, si on ne ferme pas un bureau, c'est trouver une solution pour pérenniser la présence postale. Alors, le bureau de poste de Prégnac, aujourd'hui, je mets les lunettes, aujourd'hui, donc c'est 57 visites jour pour 25 heures d'ouverture. Donc aujourd'hui, si on regarde effectivement par rapport à l'amplitude horaire, par rapport aux heures d'ouverture, on a un personnel qui, pour 1 heure de présence, va être occupé 22 minutes. Donc ça, c'est sa charge de travail. Et c'est à partir de là qu'effectivement, nous, on va être obligé, puisque comme l'a dit Alain, on est une entreprise, donc on doit être à l'équilibre et on doit trouver, si vous voulez, la solution qui va nous permettre d'être à l'équilibre. Voilà. On a une baisse de fréquentation et une baisse de charge de l'ordre de 20% sur les 3 dernières années, avec une baisse de moins de 10% sur l'année 2013. Les opérations qui sont faites sur Prégnac sont des opérations à 52% c'est du courrier, 47% c'est des opérations bancaires. Ensuite, au niveau de la clientèle, si je regarde au niveau de la clientèle, on a effectivement 20% de clients actifs bancaires sur la commune, ça c'est important. On n'a pas effectivement d'automate sur la commune de Prégnac, c'est-à-dire pas de distributeur bancaire. Pourquoi pas de distributeur bancaire? Parce que pour installer un distributeur bancaire, on travaille sur une zone, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'accessibilité, et il faudrait qu'il y ait un distributeur à plus de 5 km et à plus de 20 minutes en voiture pour que vous puissiez prétendre à l'installation d'un distributeur de billets. En fait, à moins de 5 km, on est voilà. Plus et plus, dans l'autre sens. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je vais vous présenter effectivement les solutions qu'on cherche à réfléchir avec vous, c'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, c'est comment on va pérenniser la présence postale par une nouvelle dynamique en milieu urbain. Et ça va passer par une mutualisation soit de services publics, soit une mutualisation de services au public. Alors je ne joue pas sur les mots, mutualisation de services publics, on fait une mutualisation soit avec la mairie, c'est-à-dire un partenaire public, soit avec une communauté de communes. Soit effectivement on va faire une mutualisation de services, mais là on prend plus de services au public, et dans ce cadre-là, on fait une mutualisation avec un privé. Alors on peut faire une mutualisation avec un ESAT, les anciens CAT, on peut faire une mutualisation en relais poste avec un commerçant, avec une station de service. Toutes les formes de présence postale sont, je dirais aujourd'hui, un moyen de pérennisation de présence. C'est-à-dire qu'on ne s'enferme pas dans un schéma. Si aujourd'hui vous avez une idée à Prégnac, vous dites, nous on ne veut pas partir ni sur un relais poste, ni sur une agence postale, on peut faire un répartir parce que les projets de la commune c'est ça, ça et ça. On monte le dossier, on le fait valider par la commission de présence postale territoriale, on monte à l'ONPP, c'est l'Observatoire national de présence postale, et ça, c'est des solutions alternatives qui sont réfléchies. Parce qu'on a tous effectivement aujourd'hui le même but, c'est comment garantir au niveau du territoire le même accès aux services publics, en sachant que les dotations effectivement de l'État, la dotation globale de fonctionnement, effectivement, elle va être diminuée. Voilà. Donc, la mutualisation des services permet de diminuer les coûts et permet d'offrir un service public de qualité. Voilà, c'est ce qui nous importe aujourd'hui. Vous faites le... Super, merci. Voilà. Donc aujourd'hui, la Poste, il faut quand même savoir que c'est le premier réseau de distribution en France. Donc on a 9600 bureaux et 7400 partenariats. Sur ces 7400 partenariats, il y a 5400 agences postales et 2000 relais postes. Si on se met au niveau maintenant de la Gironde, on va avoir 114 agences postales, on va avoir 40 relais postes et on va avoir 240 bureaux de plein exercice. La norme, si vous voulez, c'est que 95% de la population ait accès à un point de contact de la Poste à moins de 5 km ou à moins de 20 minutes en voiture. Au niveau de la Gironde, on est à 99,8% d'accessibilité. C'est-à-dire que le maillage des bureaux de poste est très important en Gironde. Alors tous les Français vont à la Poste, ben oui, parce que tous les Français ne sont pas clients de la banque postale, mais tous les Français sont forcément clients de la Poste. Donc 9 Français sur 10 fréquentent un bureau de poste une fois par an,
17% des clients le fréquentent au moins une fois par semaine. Les trois activités importantes du réseau La Poste, c'est effectivement le courrier, la lettre recommandée, les colis avec le développement du e-commerce, comme l'a dit Alain, et puis évidemment l'argent au quotidien, le livret A. Là, on est sur l'accessibilité bancaire, puisque tout Français peut ouvrir un compte à la banque postale à partir de 1,50 €. Alors, une forte image de confiance et de proximité. Donc, 9 Français sur 10 font confiance à notre réseau et le jugent accessible. 85% reconnaissent notre engagement en matière de service public. 8 Français sur 10 affirment que notre réseau cherche à simplifier leur vie. Et 95% des clients sortant d'un bureau se déclarent satisfaits de l'accueil et du conseil en bureau de poste. Alors, nos engagements, je crois que ça c'est le plus important, c'est effectivement maintenir l'accessibilité et le fait qu'on va essayer tout au long du partenariat ou de la réflexion de s'adapter. On va s'adapter par la mutualisation des services au public, par l'accessibilité de tous les publics au numérique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme l'a dit Alain, la prochaine fracture sociale sera la fracture du numérique. Dans le cas d'une mutualisation avec une mairie, par exemple avec l'accueil de la mairie, avec l'office du tourisme, on va amener une tablette numérique. Cette tablette numérique, c'est une convention qui a été signée avec les 9 grands opérateurs, donc on va retrouver la CAF, la sécurité sociale, le pôle emploi, on va retrouver le cadastre, et ça va permettre effectivement à la personne avec qui on a mutualisé, donc par exemple si c'est l'accueil de la mairie, cette personne va être médiateur numérique, donc elle va effectivement assurer l'accueil de la mairie, assurer l'accès aux services de la Poste sur les services, je dirais, de référence que sont le courrier et l'accessibilité bancaire. Et au-delà de ça, elle va être vraiment médiateur numérique sur deux points précis. Le premier, sur les personnes qui ne savent pas utiliser Internet, elle va les accompagner, faire de la pédagogie. Et puis les personnes qui sont peut-être en fragilité sociale, qui ont besoin d'avoir accès à Pôle emploi, à la CAF, et qui, peut-être chez eux, n'ont pas d'ordinateur, ils vont pouvoir, en venant sur ce point de service mutualisé, accéder à ces services-là. Et donc, la Poste, effectivement, dans ce cadre-là, fournit la tablette numérique et assure également la formation de notre partenaire. Alors après, il y a une évolution des bureaux avec l'accord du maire et de son conseil municipal. Donc ça, aujourd'hui, on le dit, on le répète avec Alain. Je pense que les élus qui sont là, même les anciens élus, je tiens toujours le même discours. On n'impose rien et il n'y a que le maire d'une commune, par délibération de son conseil municipal, qui peut changer le statut d'un bureau de poste. D'accord, voilà. Donc nous, aujourd'hui, on n'impose rien. Je sais qu'à un moment donné, on disait qu'on va faire des agences postales. Non, aujourd'hui, c'est vraiment une concertation, une réflexion commune. On n'est pas là pour transformer, on est là pour pérenniser la présence postale sur le long terme et offrir des services de public de qualité sur le long terme. Voilà, c'est ça le plus important. Et puis, je suis juste pour reprendre la parole. Puis quand on parle de partenariat, c'est un vrai partenariat. Parce qu'on a, mon collègue me disait, à une époque, on a forcé les mairies à faire des agences postales. En réalité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transféré nos charges sur les communes. Donc ça, aujourd'hui, on n'en veut plus. D'abord, on n'en veut plus parce que l'État, qui est quand même notre actionnaire principal, nous a dit, moi, quelque part, je suis en train de réduire les DGS, les DGF que je suis en train de verser aux communes. Il faut les aider, à vous de les aider. Et pour les aider, c'est de mutualiser des services pour diminuer les coûts. Donc, vous, pour maintenir votre présence postale, vous la Poste, vous devez trouver des moyens pour diminuer vos coûts, mais en même temps, vous devez aider les communes à diminuer leurs coûts de fonctionnement. Donc, quand vous faites des partenariats, ce ne sont pas des partenariats où on transfère la charge du fonctionnement de la Poste sur la commune, mais bien effectivement que le transfert d'activité se fasse à coût constant pour la Poste, mais à coût moindre pour la commune. Globalement, si on fait un partenariat avec une commune, il faut que le personnel communal qui gérera l'agence postale ne soit pas quelqu'un qu'on embauche pour faire ça, mais bien quelqu'un qui était déjà là, ou que ce soit un service que la commune avait décidé de mettre en place. Je m'explique, on a décidé de monter une bibliothèque municipale, eh bien, on avait décidé d'embaucher quelqu'un. Nous, ça nous est, avec Cathy, on a monté dans une bibliothèque municipale une agence postale communale. Ce qui fait que le personnel qui devait être pris pour gérer la bibliothèque, ben c'est la Poste en partie qui a payé son salaire, puisqu'effectivement, en transférant l'activité postale dans la bibliothèque, et la personne en mutualisant les deux services, on est venu
puisque tous les mois, vous verrez, on donne une somme d'argent, enfin on vous expliquera, mais on donne une indemnité pour le salaire de la gérante. Donc le salaire de la gérante, cette indemnité est venue compenser effectivement le salaire de la gérante, mais qui est en même temps la personne qui gérait la bibliothèque municipale. Donc du coup, en mutualisant les deux activités, on a permis à la commune de ne pas augmenter ses charges. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut un vrai partenariat. Ce n'est pas un partenariat gagnant pour la Poste et perdant pour la commune, mais c'est bien un partenariat, même si j'aime pas trop cette expression, gagnant-gagnant. Et qu'à un moment, il faut que personne n'y perde. Et il faut aussi, là on y tient, que les habitants de la commune retrouvent la même qualité de service que s'ils avaient dans un bureau de poste. Voire des fois même supérieur, parce que des fois, on ouvre plus une bibliothèque, un accueil de la mairie, que nous on ouvrait le bureau de poste. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose où il faut que les deux parties soient vraiment des partenaires et non pas un partenaire qui est plus fort que l'autre et qui impose sa volonté. C'est bien pour ça que dans l'accord qui était passé dans le contrat tripartite qui était signé entre l'État, l'AMF et la Poste, il est bien marqué qu'il faut absolument une délibération du conseil municipal. Parce que c'est quand même l'acte le plus fort que veut prendre un conseil municipal et du coup, on ne veut pas vous obliger à le faire. Alors, si on part donc sur une mutualisation de services publics, donc il y a deux axes prioritaires du contrat tripartite 2014-2016. Déjà, je crois que le premier point, c'est la garantie de l'indemnité compensatrice versée par la Poste. Cette indemnité, elle est réévaluée tous les ans et aujourd'hui, pour une commune comme Prégnac, elle est de 996 €, sans minima d'amplitude horaire d'ouverture. Pourquoi? Parce que c'est une mutualisation de services. Donc si vous mutualisez les services, la personne qui faisait par exemple l'accueil de la mairie va faire et l'accueil de la mairie et les opérations postales. Cette indemnité, comment... Et puis pourquoi on n'a pas, autrefois on payait en fonction du nombre d'ouvertures de l'agence postale. Si c'est vraiment un service commun, c'est quand même le maire qui sait effectivement ce dont a besoin sa commune. Donc on a préféré mettre une indemnité forfaitaire que de faire des calculs d'apothicaire en disant si vous ouvrez 35 heures ou 12 heures, ou faire des règles de 3. Non, c'est vraiment un service que la ville, que la commune veut rendre à sa population. Donc ce qu'on paye bien, c'est le service et pas l'amplitude. Alors, c'est 996 € par an. Non, par mois. C'est 996 € par mois. D'accord? Parce que le but c'est de mutualiser vraiment les services. Donc 996 € par mois. Ce qui est important par rapport à ce que disait Alain, c'est la délibération du conseil municipal qui va effectivement valider la mise en place de ce partenariat. Et le conseil municipal va décider si ce partenariat, vous souhaitez le faire entre 1 an ou pour 9 ans. Je vais vous donner un exemple, on va prendre une délibération et le conseil municipal dit nous on va s'engager pour faire un partenariat sur 9 ans. Ce partenariat est renouvelable sur la durée initiale par tacite reconduction, c'est-à-dire que si vous partez sur un partenariat sur 9 ans, la Poste est présente pendant 18 ans. On s'engage à rester présent pendant 18 ans. Évidemment, dans 18 ans, 996 €, on fait des petits. Voilà, nous avons évolué. Alors, la réévaluation, si vous voulez, de cette indemnité, c'est l'augmentation du coût de la vie, y compris l'augmentation du coût du tabac. C'est-à-dire que ça, c'est pris en compte pour que cette indemnité soit réévaluée. La Poste fournit l'équipement complet, c'est-à-dire le mobilier, la signalétique, le matériel postal pour un montant de 2500 €. La signalétique, 1400 €. On assure la formation du personnel, ça c'est important aussi. Il y a la totalité, et ça c'est important, le respect des clauses de confidentialité, c'est-à-dire que les personnes qui travaillent pour le compte de la Poste n'ont pas accès aux encours des clients. Donc effectivement, nous on prend l'engagement de faire, on appelle ça des opérations de dépannage. Donc ces opérations de dépannage bancaire, les personnes qui viennent soit font un retrait avec leur carte bancaire, soit avec leur chéquier, et le maximum autorisé c'est 350 € par personne de retrait sous une période de 7 jours. Si c'est un couple, c'est 700 €. Alors si c'est 350 €, c'est pas neutre. C'est tout simplement que si on multiplie 350 € par 4, ça fait 1500 € et c'est bien au-delà d'une retraite moyenne mensuelle en France. Donc c'est vraiment pour donner l'accessibilité bancaire. Les autres personnes qui ont une carte bancaire et une voiture, elles se déplacent, elles vont dans un distributeur de billets. Une personne qui ne peut pas se déplacer, il faut qu'elle ait accès effectivement au numéraire. Dans ce cas-là, elle peut faire des retraites de dépannage à l'agence postale et là c'est limité à 350 € par client et par période de 7 jours.
Si la mutualisation se fait avec la commune, il va y avoir également une prime d'installation, et cette prime d'installation, au démarrage de l'agence postale, elle est égale à 3 mois d'indemnité, c'est-à-dire un coût de 1985, un petit peu moins de 3 000 euros. Et la fourniture également de l'installation d'une tablette numérique. Ça, c'est dans le cadre d'une mutualisation de services publics. Voilà, alors ensuite là c'est vrai que c'est pas vraiment très visible, c'est les opérations réalisables. Alors on va peut-être passer, je vais vous le faire à l'oral parce que je le connais par cœur. Sur les opérations réalisables, c'est pas compliqué, qu'on soit en bureau de poste, qu'on soit en agence postale, qu'on soit en relais poste, l'ensemble des opérations courrier-colis sont réalisables sur ces points de contact. La seule chose, merci, la seule chose qui va différer, je vais vous garder comme secrétaire, c'est très bien, ça moi c'est comme ça que je m'utilise. Hein. C'est déjà un partenariat là que vous mettez. Vous voyez, c'est un partenariat, ça y est, on a trouvé notre partenaire. Alors, vous voyez en bas, c'est 300 euros, c'est important, parce que vous voyez en bas, on voit 300 euros, et je vous dis 350, c'est pas parce que je me suis trompée, c'est qu'effectivement, à la demande des élus, Oui, c'est le courrier qui arrive à la mairie. à la demande des élus, et sur le dernier contrat tripartite, effectivement, les élus ont fait remonter que 300 euros. Les élus ont fait remonter effectivement que 300 euros. Aujourd'hui, c'était un petit peu court, donc on a réévalué le montant des retraits. Le montant des retraits est réévalué à 350 euros. Donc maintenant, vous pouvez. Non, celui-ci, vous pouvez. Donc là, c'est toutes les opérations versement retrait. Et ensuite, on a la partie relais poste. Donc, dans un relais poste, jusqu'à présent, les relais postes travaillaient en manuel, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas informatisés. Aujourd'hui, les relais postes, donc ça se fait avec un commerçant, avec un ESAP, ça peut être avec une pharmacie, avec le partenaire local, donc c'est à nous de trouver après la solution. On va faire toutes les opérations courrier-colis, comme dans un bureau de poste, dans une agence postale. Sur les retraits de dépannage, il n'a pas accès pareil aux encours des clients. Donc là, il y a un retrait de dépannage qui est limité à 150 euros, puisqu'aujourd'hui, il travaille en manuel total. Donc la Poste prend le risque sur chaque retrait, mais qui n'est pas l'avoir sur le compte du client, mais c'est un risque calculé. On est en train aujourd'hui d'informatiser nos partenaires. Donc la Gironde des départements fait partie des départements de test. Donc on a un relais poste commerçant dans le Médoc qui a été informatisé. Il travaille avec un smartphone et sur ce smartphone, sur son téléphone, il va faire toutes les applications d'affranchissement du courrier. Il est relié en Wi-Fi à une imprimante et il force les liens d'affranchissement. Pour ce qui est des retraits, aujourd'hui, ils travaillent en manuel. On est en train aujourd'hui de les informatiser aussi avec un terminal de paiement électronique, c'est-à-dire un TPE, que vous retrouvez chez les commerçants. Et là, effectivement, tout client qui sera équipé d'une carte bancaire, aujourd'hui, le seuil est encore à 150 euros. À terme, il passera à 350 euros. Pourquoi? Parce qu'on va rembourser automatiquement le commerçant la nuit via le TPE. Il va être recrédité immédiatement des sommes qu'il aura engagées auprès des clients. Le commerçant ne fait pas l'avance et ne fait pas la trésorerie de la banque postale et du groupe La Poste. On lui verse une avance. L'avance, elle est déterminée en fonction du nombre moyen de retraite de la fréquentation. Si le commerçant il a besoin de 800 euros d'avance, on lui fait l'avance de 800 euros. S'il a besoin d'une avance de 2000 euros, on lui fait 2000 euros. C'est en fonction de la fréquentation et du nombre de retraites. C'est un vrai partenariat et on s'adapte après au niveau des espèces. Ensuite, au niveau des produits, vous allez dépendre d'un bureau centre qui est le bureau aujourd'hui de Langon. C'est le bureau qui approvisionne le partenaire et on retrouve tous les produits. Alors on appelle ça des essentiels, les produits les plus achetés. Ce sont les 41 de référence les plus achetés par les Français. Mais si vous avez besoin de produits complémentaires qui ne sont pas en vente chez ce partenaire, c'est tout à fait possible de les avoir sur commande et elles sont livrées chez le partenaire. Voilà pour cette partie. Alors, on parlait de projets de développement. Aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, ce qu'on souhaite, c'est diversifier les possibilités de mutualisation. C'est pas partir comme avant, mais voilà, le bureau de poste ne fonctionne pas, on n'a pas assez de fréquentation. Ce qu'il faut, c'est qu'on fasse une agence postale. Aujourd'hui, ce schéma-là, il est plus viable. Donc, on diversifie les possibilités de mutualisation et toute mutualisation est étudiée et on ne ferme pas la porte. On part sur de vrais partenariats. On a aussi élargi notre offre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une agence postale ou dans un relais poste, on trouve l'ensemble des produits de la poste, produits courrier-colis. Après, effectivement, il y a une vraie animation, une vraie gestion du réseau. C'est-à-dire que ça, c'est ma deuxième casquette. Je vais aller effectivement dans la négociation avec les élus, avec l'appui d'Alain Charrier. Mais derrière, effectivement, quand on a 114 agences postales et 40 relais postes commerçants et 240 bureaux de poste,
ben, je veux dire, ces partenaires, il faut vraiment les animer. Pourquoi? Parce que la présence postale de proximité, c'est un moyen aussi pour le groupe de développer son chiffre d'affaires et d'assurer la proximité, la satisfaction des services au public. Donc tout ça, ça s'anime. Il faut que effectivement, les partenaires aient les bons produits, n'ait pas de rupture de fonds et le bon affichage. Si le mobilier est dégradé, ben, on renouvelle le mobilier. Si la signalétique est dégradée, on renouvelle le mobilier. Donc je vais vous donner un exemple. Il y a des agences postales qui avaient été ouvertes, on va dire, dans d'anciens bureaux de poste, parce que la mairie souvent a été propriétaire des locaux. Aujourd'hui, les maires me disent, ben oui, mais moi aujourd'hui, effectivement, j'ai une baisse de ma dotation globale de fonctionnement, c'est un surcoût pour la mairie, je souhaite mutualiser avec l'accueil de la mairie. Dans ce cas-là, effectivement, on mutualise, donc on change le mobilier, on change la signalétique, et si c'est une commune rurale, on l'accompagne aussi en prenant en charge une partie des dépenses engagées dans le cadre d'une mutualisation. Alors la dépense, eh bien, ça peut aller, c'est 50% des dépenses dans une enveloppe maxi de 15 millions. Voilà, donc c'est quand même pas neutre. Voilà. Mais ici, on n'est pas en global. Voilà, mais bon, après, je parle en global. Et ensuite, effectivement, mais ça, je vous l'ai dit, allez insister aussi, c'est faire du numérique un véritable relais de développement. Alors, le bureau de poste, l'agence postale ou le relais poste vont être vraiment, après, le lien humain et le lien de proximité, parce qu'effectivement, vous pouvez faire vos achats sur Internet, vous pouvez faire votre affranchissement en ligne depuis chez vous, mais physiquement le colis, il faut bien que vous le déposiez quelque part, il faut bien, si vous n'êtes pas là, que vous puissiez aller le retirer quelque part. Donc aujourd'hui, le point poste va être effectivement le lieu de proximité et là où on va voir vraiment l'humain. Et ça, c'est important, je crois, aujourd'hui dans nos sociétés. Alors, pour nos partenaires, effectivement, les différentes formes de mutualisation, ça peut être des agences postales intercommunales. Dans ce cadre-là, c'est l'intercommunalité, la communauté des communes qui va supporter effectivement les coûts. Et dans ce cadre-là, c'est l'indemnité est de 1 127 € par mois. On peut mutualiser avec un office de tourisme, qui peut être communal ou intercommunal. On peut mutualiser avec une maison de santé. Une commune décide de créer une maison de santé, elle va avoir une secrétaire qui va être à l'accueil pour gérer les agendas des différents médecins. Et bien elle peut également aussi offrir le service public dans la maison de santé. Et là, on a une diminution des coûts, puisque nous, on va amener l'indemnité. Après, tout ce qui est maison de service public, donc les maisons de service public ou relais de service public, bon, ben là, c'est effectivement la volonté du gouvernement de créer 1000 maisons de service public à l'horizon 2017. On peut aussi faire des partenariats avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc les ESAT, les anciens CAT. Et puis alors après, c'est les pick-up stores. Donc la pick-up, c'est une filiale du groupe La Poste. Et dans ce cadre-là, c'est en zone urbaine, effectivement, on va aller travailler avec des partenaires sur tout ce qui est mise à disposition des instances. Et ça ne s'arrêtera que sur les instances. On n'aura pas la partie bancaire. Voilà pour cette partie-là. Et pour ceux qui vont en ville régulièrement, et à partir de la fin de l'année, sur Bordeaux par exemple, vous allez voir ça, enfin sur la communauté urbaine, vous verrez des consignes pick-up, ils ramènent directement les paquets dans les consignes et ça sera accessible 24 heures sur 24. Il veut bien recevoir sur son smartphone son code pour ouvrir la consigne et récupérer son. Et ça sera valable que pour la vente que pour le e-commerce. Les particuliers pour pas ça. Alors, élargissement, je vous en ai parlé. Promouvoir effectivement la dynamique du réseau, je vous en ai parlé aussi. Donc, on peut passer à la suivante. Merci. Ouais. Et voilà. Voilà. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que le choix du partenariat, il n'y a que vous qui pouvez le prendre parce que moi, aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de connaître la ville de Prémel et de connaître vos projets. Donc, aujourd'hui, effectivement, dans une commune de 2100 habitants ou 2200 habitants, je veux dire, soit on part effectivement sur un partenariat public, mais on peut aussi partir sur un partenariat privé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, beaucoup de communes veulent relancer le commerce de proximité. On a souvent des commerces où il reste les derniers commerces dans la commune, et ces commerces ont du mal aujourd'hui, effectivement, à être, je dirais, viables. Et pour éviter qu'ils périclitent, une mutualisation de services avec la Poste, c'est quoi? Derrière, on va amener à ce commerce, ici on est en zone urbaine, on va amener 350 € par mois. Chaque fois qu'il distribue une instance, c'est-à-dire que vous allez une lettre recommandée ou un colis à aller chercher, on va lui donner 50 centimes par instance distribuée. Chaque fois qu'il va faire un retrait pour un client, on va le rémunérer 76 centimes d'euros sur chaque retrait. Par rapport aux produits qu'il vend, que ce soit les enveloppes, les timbres, on lui fait du dépôt-vente, c'est-à-dire que le commerçant ne fait aucune avance. Ça, c'est important, effectivement, pour sa trésorerie. En fin de mois, on va le facturer
sur les ventes réelles, on va le commissionner sur ces ventes. Donc, effectivement, avec ces 350 €, donc c'est quand même pas neutre, hein, ça fait plus de 15 000 € sur 3 ans, à peu près tout compris, entre le commissionnement, l'indemnité forfaitaire. Ce commerçant, on va lui permettre effectivement de pérenniser son activité sur la commune et d'offrir un service de proximité sur peut-être effectivement l'alimentaire, la presse, vraiment sur la commune. Derrière, on va offrir aussi à vos administrés et à nos clients une amplitude horaire beaucoup plus large. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, ce Crégnac, on envisage une ouverture que l'après-midi. Alors effectivement, parce qu'on va travailler en miroir avec Toulaine, parce que là, on est sur l'accessibilité par rapport au kilomètre, à la distance et au temps. Et dans ce cadre-là, si le partenaire, donc là aujourd'hui, moi j'étais à Fronsac, donc je peux en parler librement. Sur Fronsac, on va partir sur un partenariat privé, un relais poste. Le commerçant est ouvert de 7h à 21h tous les jours. Il fait tabac. Aujourd'hui, effectivement, le tabac va être de plus en plus. Ce monsieur, aujourd'hui, si la poste ne vient pas derrière, il va être obligé de fermer parce qu'il n'a pas assez d'activité. Donc la mairie m'a dit, moi je préfère effectivement garder ce point de tabac, de journaux, petite épicerie sur la commune. Et donc pour sauver le commerce, on a choisi plutôt un partenariat avec la mairie, un partenariat privé. Et ça, c'est propre à chaque commune. Voilà. Donc ça, c'est important. Ça peut être avec un pharmacien. Certains pharmaciens vont perdre effectivement beaucoup aussi de clients. Pourquoi? Parce qu'on fait de plus en plus dans des communes un petit peu plus importantes des maisons de santé. Et puis il y a la pharmacie à côté de la maison de santé, les pharmacies qui sont installées en zone rurale. Aujourd'hui, certains ont des difficultés. Voilà, puis après, s'ils perdent le monopole, ça sera autre chose. Voilà, est-ce que j'ai été à peu près claire? S'il y a des questions, en général, voilà, vous me posez les questions, et en général, tout ce que je n'ai pas dit là, je pense qu'on arrive enfin à avoir tout balayé. Voilà. Merci en tout cas. Des questions? Juste une remarque, moi je trouve votre exposé fabuleux, quoi. Vous savez très bien vendre le désengagement du service public et vous positionnez presque en sauveur du petit commerce rural. Je trouve ça extraordinaire, quoi. Après, sur des partenariats à 900 et quelques euros, faire glisser l'activité sur des activités déjà existantes, j'espère que dans les 900 et quelques euros, il n'y a pas les charges comprises, parce que sinon ça fait un retour sur investissement qui n'est pas très important et un ratio après au niveau du service public qui me paraît pas très large. Après, sur le commerce, 350 euros, je ne pense pas qu'on sauve un commerce en apportant 350 euros par mois. Alors, je vais répondre en commençant par le commerce. Le commerce, on lui apporte aussi le potentiel de clients. C'est-à-dire que sur la commune de Crégnac, aujourd'hui, on a 57 clients qui viennent à la poste. C'est 57 visites d'assurés pour ce commerce. Et quel impact vous pensez? Vous ne pouvez pas évaluer l'impact de ces 57 visites sur son chiffre d'affaires. Tout ça, c'est du virtuel. C'est vrai, mais vous voyez, quand un commerçant veut s'installer, un jeune commerçant, et qu'effectivement on est derrière, mais les banques ne peuvent pas plus facilement. Alors, c'est peut-être pas forcément non plus, je suis d'accord avec vous, 350 euros, ça ne va pas le faire vivre. Ça va lui permettre quand même aussi d'amorcer souvent son activité ou de la maintenir. Et si une banque se met à prêter parce qu'on est derrière, c'est parce que quelque part, ils savent qu'ils auront à peu près sur les 3 ans, ils auront à peu près autour de 15 000 euros d'assurés. C'est tout. C'est vrai que c'est pas des sommes qui sont fabuleuses, mais je vous l'ai dit, aujourd'hui la Poste, on est nous aussi une entreprise en déclin, enfin sur nos activités traditionnelles. Quand on vient voir une commune pour lui dire qu'effectivement on aimerait passer un partenariat avec elle, c'est pas pour faire gagner de l'argent à la commune. De toute façon, la commune n'est pas rémunérée. Non, de toute façon, la commune, elle ne va pas gagner d'argent. Non, mais elle va pas gagner. Mais qu'elle en gagne de l'argent. Mais on ne veut pas qu'elle en perde. 150 euros. Non, mais on ne veut pas qu'elle en perde. Et quand je vous dis que le partenariat, il ne faut pas qu'il se fasse en embauchant quelqu'un, effectivement, en plus dans la commune, c'est parce que dans ces cas-là, effectivement, ça fait une charge supplémentaire. C'est bien pour ça que je vous dis que le partenariat ne peut se concevoir que si effectivement il y a un projet de la commune qu'on puisse rentrer dans ce projet de la commune. Autrement, ce n'est pas un partenariat. Autrement, c'est un transfert de charge comme on l'a fait autrefois et qui n'est pas une bonne chose. Il y a un autre point aussi, parce que vous parlez de rôle d'alerte. Alors, ce rôle d'alerte, là... Oui, non, mais là... Non, mais vous êtes dans une fonction qui est déficitaire. Le courrier, vous parlez de rôle d'alerte. Je présume que derrière, il y a une facturation. Bien sûr, oui. D'accord. Et à ce moment-là, avec ce rôle d'alerte, vous allez être moins déficitaire?
Ben, vous savez, nos facteurs, ils passent tous les jours, 6 jours sur 7, devant toutes les boîtes aux lettres en France. Qui passent devant sans s'arrêter ou qui s'arrêtent, de toute façon, ils passent. Vous allez le facturer. Ben, oui, mais on est sur des coûts qui sont marginaux, et ça coûte moins cher de faire passer, de facturer quelqu'un qui passe déjà, que effectivement de prendre quelqu'un dans la commune et de le déplacer. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, c'est... Oui, mais vous faites glisser beaucoup de prestations. Il y a beaucoup de choses qui glissent, quoi. Ça glisse à droite, ça glisse à gauche, ça glisse partout. Mais si ça ne glisse pas, monsieur, demain on n'existera plus. On a à peu près entre 18 et 36 mois pour arriver à se maintenir. Ben si, vous existerez en tant que banque, parce que vous avez un révélateur, vous avez parlé, je veux dire... Oui, mais le service aujourd'hui que trouvent les Français, que ce soit sur la distribution du courrier ou sur les réseaux de bureaux de poste, il n'existera plus. C'est tout. Après, c'est un choix. Je ne pense pas que ce soit le choix. D'abord, ce n'est pas le choix que nous on fait, parce que c'est quand même aussi nos emplois, quelque part. Donc, si effectivement, c'est comme vous dites, si on le vend, on ne le vend pas, mais enfin, on y croit. Ce sont nos emplois aussi qu'on essaie de préserver. Et puis, c'est aussi, quelque part, un service que la population française a l'habitude de trouver. Et si un jour il disparaît, et je vous dis, il disparaîtra d'ici, si on n'arrive pas à redresser la barre très rapidement, d'ici 36 mois. Ou alors il se fera sous d'autres conditions, mais pas aux conditions qu'on fait à l'heure actuelle, et pas avec le type de service. Si j'ai bien compris votre commentaire, excusez-moi, je me suis... Non, mais... Par rapport au service à la personne, vous avez passé des accords avec les mutuelles, ce sont des mutuelles. Alors, c'est pas la personne qui... oui, là c'est des mutuelles qui nous rémunèrent. Tout comme l'État nous a rémunéré des fois quand on est passé à la TNT, en Bretagne par exemple, sur la région de Bretagne, c'est des facteurs qui ont installé la TNT chez les personnes âgées. On a été rémunérés pour ça. Tout comme aussi on fait des organismes qui rémunèrent, ce sont pas les particuliers. Non, c'est pas des particuliers. On fait aussi, il y a des accords qui sont passés dans certaines régions avec GRDF ou GRDF, on fait du relevage de compteurs. Effectivement, c'est l'ERDF, le GRDF qui nous rémunèrent. C'est pas grave. Moi, je trouve votre projet intéressant. Ça demande à être étudié, parce que c'est évident que de toute façon, les amplitudes postales bien mal bougent. Donc, on peut évoluer, nous aussi, en partenariat avec vous. Je trouve ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a une solution qui permettrait de rester avec l'agence postale telle qu'on l'a actuellement? Aujourd'hui, c'est un bureau de poste, et la solution, c'est qu'on va diminuer on peut rester, mais on va diminuer le volume horaire à 12 heures, c'est-à-dire le minimum que l'on peut faire. Alors, on ne peut pas descendre en dessous de 12 heures. Et 12 heures, ça correspond à combien de jours? Et bien, ça va faire 3 heures, 4 jours par semaine. Et c'est vous qui avez le choix des horaires. S'il a un bon à des heures, il nous attribue. De quoi? S'il a un bon à des heures, on nous attribue. Non, mais à un moment, l'angon aura forcément des heures à vous attribuer. Ça, on n'a pas, je veux dire, on ne ferme pas nos bureaux de poste, mais on peut descendre jusqu'à 12 heures. En fonction de la fréquentation. Non, mais 12 heures sûres, c'est-à-dire si la personne elle est en congé tout son mois d'août, on va avoir quelqu'un au mois d'août. Oui, non. Normalement, un directeur d'établissement travaille effectivement, comme je l'ai dit, donc on appelle ça des terrasses, des territoires d'attractivité. Les gendarmeries fonctionnent comme ça aussi, on regroupe. Donc il y a un bureau au centre et autour on va avoir effectivement les bureaux de proximité. Et si, quand tu vas faire sa réorganisation qui va passer en janvier 2015, soit janvier soit mars, mais bon, je crois que c'est janvier 2015, si vous voulez, on va lui donner la force de travail nécessaire pour faire fonctionner les bureaux qui sont rattachés du 1er janvier au 31 décembre, tenant compte des congés des agents du remplacement. C'est vraiment 12 heures minimum par semaine, toutes les semaines de l'année. Voilà. Ça fait 3 heures par jour. C'est bien. Alors, pour répondre à la question de monsieur qui disait qu'effectivement il y avait des engagements des services publics, aujourd'hui notre actionnaire majoritaire c'est l'État. Donc c'est comme ça. Aujourd'hui on nous dit, on entend tous plutôt la même chose, effectivement il faut diminuer les coûts. Donc on est tous en train de chercher des solutions pour mutualiser les services. Voilà, la Poste, elle a effectivement, c'est l'entreprise publique qui a des missions de service public, et sur ces missions de service public, il coûte 1 milliard au groupe tous les ans. Comment, effectivement, on travaille avec nos partenaires pour diminuer les coûts tout en intégrant les services publics, que ce soit à Bordeaux, en zone rurale, à Prégnac, c'est ça qui est, vous voyez, monsieur. La remarque, je trouvais votre exposé bien ficelé, quoi. Il est bien ficelé pour présenter.
Voilà, ce qui est important, c'est-à-dire la quasi-fermeture du bureau de poste et puis le désengagement. Voilà, non, mais c'est tout. Oui, non. C'était une remarque. Avant, on était l'administration, donc effectivement, avant 91, on était l'administration. Donc là, effectivement, on peut dire, aujourd'hui, même l'administration, il faut qu'elle puisse s'écouter. Voilà, parce que, on continue. Oui, mais il y a différentes façons de réduire les l'évolution de la société aujourd'hui, comment aujourd'hui on peut garantir pour l'accès aux services de la poste, l'accès aux services bancaires aux plus démunis, aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui n'ont pas internet, qui n'ont pas de carte bancaire. C'est ça les services publics. Alors, vous dites que 12 heures c'est le minimum. Oui. Avec les 57 personnes qui viennent tous les jours, ça correspond à combien d'heures? Ça correspond au minimum? Ça correspond au minimum parce que 57 clients jour, en moyenne, il faudrait pour qu'on soit, je dirais, à l'équilibre, qu'il y aurait une fréquentation entre 120 et 150 clients jour. Et là, par rapport au volume horaire d'ouverture d'aujourd'hui, les 25 heures, on est aujourd'hui sur 1 heure de présence. La personne, elle est occupée pour servir des clients 22 minutes. Vous voyez le taux d'inoccupation. Donc derrière on a... En revanche, la personne, elle serait occupée, par exemple, pas si ça arrive. Effectivement, on a des personnes qui sont même plus occupées que leur temps de travail. Elles ont des opérations longues. La législation, par exemple, en fragilité sociale, qui vient chercher des clients, je ne sais pas moi, peut-être la classe sur des personnes qui vont conseiller, avec un client, on n'a pas le droit, mais l'opération va être plus longue. Voilà. Après, si vous avez 50 clients qui viennent acheter un terme, toute opération, tout client qui passe au bureau, tout est enregistré. Il y a quelqu'un qui n'est pas le thème. Alors après, effectivement, c'est votre remarque à juste titre. Si à l'avant il y a de la fréquentation et que on a le directeur d'établissement se retrouve avec une situation sanitaire un petit peu compliquée parce qu'il a 2 congés plus un malade, il va choisir de fermer la solution de facilité, je reconnais, de fermer le bureau de Prégnac parce qu'il n'y a pas trop de fréquentation. Voilà, à côté on peut aller à Toulaine, on peut aller... Oui, ce qui permet d'ailleurs d'en avoir encore un peu moins de fréquentation. Peut-être, oui. Voilà, on a dit qu'on parlait un peu de transparence. Ça peut être une technique. Non, parce qu'au bout d'un moment, même si c'est ouvert que 12 heures, on ne peut pas aller en dessous de 12 heures et on n'a pas le droit de fermer le bureau. Mais après, je veux dire, c'est plus... Enfin, si, fermer le bureau, vous pouvez. Non, mais je veux dire, le supprimer, je veux dire, le fermer définitivement. Alors, en zone urbaine, un directeur d'établissement peut très bien fermer un bureau de poste une journée, 2 jours, 3 jours, il fait ça qu'il veut. Je préfère dire zone non rurale. Voilà, non rurale. Vous avez le malheur d'avoir les 200, bon, c'est comme ça, et il faut bien à un moment donné une limite. En zone rurale, en revanche, on n'a absolument pas, s'il y a des horaires, donc on ne va pas citer la commune, il y a un directeur d'établissement qui a fermé effectivement un bureau plus qu'il ne le devait, c'est-à-dire qu'il avait un malade qui fermait le bureau, sauf que ce bureau, il est en zone rurale, il est régi par le contrat tripartite. Il y a effectivement un fonds de péréquation qui permet de maintenir la présence postale en zone rurale. Donc on n'a pas le droit de fermer ce bureau. On a fait un rappel. Oui, vous êtes en zone urbaine. Voilà. Donc vous pouvez fermer le bureau du jour à la Oui, mais pas définitivement. Pas définitivement. Pas mercredi. C'est pas ce que j'ai vu dans le... Oui, parce qu'en zone urbaine, on peut décider de fermer un bureau de poste. Mais la zone urbaine pour fermer un bureau de poste, alors je vous donne un exemple. À Bordeaux, vous allez à Bordeaux, vous pouvez avoir un bureau au 221 d'une avenue et avoir un bureau au numéro 1 de la même avenue. Donc là, effectivement, en zone urbaine, on va fermer un bureau. Mais il n'y a pas de délibération du conseil municipal, mais vous pouvez rencontrer... mais malgré tout, quel que soit Bordeaux ou une ville de la communauté urbaine, on ne ferme pas un bureau sans dire au maire, on va voir le maire, on essaye de se mettre d'accord soit pour le rouvrir en relais poste en relais poste aux commerçants. Enfin, on ne ferme pas sèchement quelque chose, mais c'est vrai que des fois, à un moment, la politique de la Poste, qui était la politique de nos concurrents aussi, c'est d'ouvrir des bureaux en zone urbaine partout. Et Bordeaux était particulièrement prolixe là-dessus. On en a ouvert beaucoup trop, mais c'était à l'époque, les gens venaient acheter
Et donc on ouvert aujourd'hui, il faut qu'effectivement on réduit la voilure, mais vous prenez la ville de la Marne, à Bordeaux, vous en avez un, vous aviez la Victoire, qui était, enfin ce qu'on appelait Bordeaux-Victoire et Bordeaux-Saint-Jean, qui était à chaque bout de. Voilà, plus à vos bureaux qui se sont retrouvés sur Saint-Brieuc. Donc sur un rayon d'1,5 km, il y avait 3 bureaux. Voilà. Donc à un moment. Voilà. Sur un urbain, c'est ça, c'est pas. Peut-être être un peu raisonnable. Oui. En gros, les 995 € de participation mensuelle correspondent aux 12 heures de travail. Ça correspond à un salaire, ça représente la moitié d'un salaire en charge. On verse une indemnité de 996 Non, €. charge. Quel que soit. Non, Non. Il ne faut pas prendre l'indemnité par rapport à un salaire. Aujourd'hui, on verse une indemnité de 996 €, quel que soit. Le nombre d'ouvertures. Parce que si la mairie, par exemple, est ouverte, je ne sais pas moi, 32 heures par semaine, mais que la personne qui a l'accueil, elle s'occupe, il y a une personne qui a l'accueil qui s'occupe aussi de l'urbanisme, elle va peut-être pas pouvoir tout faire, il y a peut-être une personne qui s'occupe d'autre chose, cette personne va s'occuper de la cantine, des institutions, et le restaurant scolaire, le centre aéré, pour dégager du temps pour la personne qui va s'occuper des dossiers d'urbanisme, et la personne qui a l'accueil qui pourra s'occuper à la fois et de la porte. Donc on va verser, mais ça sera compris dans son. Non, mais vous avez expliqué à l'agence postale 12 heures par semaine. Oui, ça représente. Ça représente à peu près. C'est moins, c'est plus de 12 heures. C'est globalement, c'est un mi-temps. 985 €, c'est à peu près 995 €, c'est un mi-temps. Non, parce que là, vous parlez de l'agence postale, c'est d'un agent de catégorie C. La personne qui travaille ne travaille pas 12 heures par semaine. La personne, elle travaille 35 heures par semaine, elle fait 12 heures ici, et elle va faire le complémentaire sur l'envoi. Le salaire, c'est un salaire annuel, c'est 45 €, c'est changé à 45 000 €, ça empêche, voilà. Plus les coûts, effectivement, de stockage, d'entretien, C'est bien pour ça qu'il ne faut pas mettre l'agence postale là où il y avait un bureau de poste, parce que ça a augmenté. Vous avez d'autres questions? Oui. Il y a l'échéance. Alors, l'échéance, on a dit avec Alain qu'on parlait un petit peu de transparence. Si vous avez un projet à 6 mois, on ne va pas vous dire, c'est en fonction de votre projet. Voilà. En revanche, effectivement, si vous n'avez pas de projet que vous n'êtes pas d'accord, le 1er janvier, le directeur d'établissement de l'envoi, et le 1er mars, parce que on n'est pas 3 mois près, passera sur les nouveaux horaires pour sa réorganisation. En revanche, effectivement, si vous passez sur une mutualisation, vous nous dites, c'est pour le mois de mars, pour le mois de juin. Après, tout ça, voire même, on a négocié une année avec une commune, voilà. Effectivement, qui avait passé comment s'appelle la délibération. Que la délibération qui est passée, nous on a pris l'engagement, effectivement, de rester pendant un an, ouvert normalement, de toute façon on n'a pas pénalisé la commune. Là, on passera par contre sur les nouveaux horaires, si c'est sur un an, et après, voilà, mais en attendant. Sur un an, vous repasserez sur 12 heures. Ah oui, parce que sur un an, on ne va pas pouvoir financer sur 3 mois, 4 mois, oui, 5 mois, 6 mois, parce que même le projet se monte, il faut le négocier, il y a peut-être des travaux à faire, donc voilà, on est quand même dans la qualité d'avis, ça ne fait pas comme ça. Parce que j'allais dire, ce qui nous ressemble quand même ici, c'est que la LPG et le service apportent aussi bien que nous sommes un peu les défenseurs. Alors, si on descend à 12 heures, on va faire diminuer le service et on va faire donc diviser encore la fréquentation de la poste. Et donc, on va un petit peu dans le mur. C'est ou Toulaine, ou c'est Langon, ou le service qui n'aura plus. Donc, nous, il faut rebondir et arriver à trouver des solutions pour qu'on apporte toujours Prégnaquet, j'allais dire même mieux que ce que fait la poste actuellement. L'intérim serait là. Donc, en mutualisant. Pas bon, en fait, l'intérim pour nous, ça serait d'apporter plus au Prégnaquet et plus qu'apporte la poste l'intérim. Et si c'est un agent de la commune qui prend ce poste-là et que notre agent est en arrêt, par exemple, est-ce que vous avez un jour ou un congé? Non, parce que l'agent est salarié de la mairie. C'est pas l'agent comme appelle. Oui. Non, mais bon, c'était pour aller au cas où. C'est une solution de remplacement. Est-ce que vous les formez? C'est vrai qu'on forme plusieurs agents, enfin, on ne forme pas qu'un seul agent. On peut former plusieurs agents dans la commune. De toute façon, vous avez des maladies, vous avez aussi des congés. Vos agents, ils vont en congé. S'il a demande de rendre dans les 12 heures.
étudier là. Bon. Excellent nouvelle. Bien, merci. Merci à vous pour votre Merci aide. à vous. Merci à vous. Après l'exposé de la Poste, il nous faut réfléchir quand même sur ces conditions particulières. Il faudra qu'on y travaille, je crois, réfléchir, mais assez rapidement, puisque les échéances sont là. Donc, Moi, je pense qu'il faut faire une espèce de passage en biseau avec le cercle, si c'est Bestel qui vient au cercle. Hein. C'est-à-dire qu'il faut attendre peut-être un an, tel qu'on est maintenant, et puis le jour où Bestel vient au cercle, à ce moment-là, on lui refile le bébé. Hein. c'est ce qu'on avait pensé, c'est ce qu'on avait déjà dit. Ça paraît évident. Hein. C'est la meilleure solution. Tout à fait, tout à fait. Et l'amplitude horaire de 7 heures du matin. S'il accepte, parce qu'ils avaient mis quand même une certaine réserve, ils vendent déjà les timbres, ils vendent certaines choses. Enfin bon, c'est lui qui dira si oui ou non il accepte. Il souhaitait avoir Un point argent. on pourrait l'avoir. Ouais, ça serait pas mal. Non, il aura. Moi, j'ai pas compris qu'il avait pas l'argent. Non, Il va avoir un terminal. Oh non, à un moment, il avait fait état que justement, il aurait un point argent. Un point argent. Si, parce que comme chez Leclerc, il y a un point argent, c'est aucune banque, c'est rien du tout. C'est privé. Ben, c'est ce qu'il pensait mettre en place. Hein. Et le roi tient le. Oui, voilà. Vous avez déjà le terminal. C'est intéressant. Et c'est certainement le meilleur positionnement possible.